Alors, faut-il des éthiciens en France? Ça existe au niveau anglo-saxon, il faut être très clair. Il y a même des études, des recherches faites par nos collègues anglo-saxons. Mais c'est vrai qu'en France, et avec tous les présidents du Comité national d'éthique jusqu'à maintenant, disons, il y a eu une préférence de privilégier en définitive les médecins, et les généticiens en font partie. C'est-à-dire de partir du principe que, bien sûr, il pouvait y avoir des philosophes, des sociologues, des économistes, c'est très 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 important qu'ils aient leur voix dans ce domaine par rapport à la santé, par rapport aux politiques de santé, par rapport aux actes de santé, bien entendu. Et ça s'appelle la bioéthique. Le drame, malheureusement, c'est qu'au niveau international, ça a été un peu pris en charge par les juristes. C'est tellement facile de trouver le plus petit dénominateur commun, surtout quand on a des lois différentes, des cultures différentes, ce qui fait qu'en définitive, la bioéthique est devenue très rapidement du bio-droit, en quelque sorte. Et pour certains, maintenant, ça s'appelle même la soft law, et qui veut dire qu'un certain nombre de nos collègues juristes préparent dans les nouveaux métiers dont nous a parlé ce matin, justement, des personnes qui pourraient peut-être éventuellement conseiller, etc. Alors le choix n'est pas celui-ci qui a été pris depuis 30 ans, c'est que ce soit les médecins eux-mêmes qui aient leur propre pensée par rapport à leur propre pratique, par rapport à leur propre pratique. Pourquoi ? Parce que quand on regarde comment la médecine s'est totalement atomisée, en quelque sorte, en termes de connaissances, on voit difficilement comment des idées générales, même si elles sont utiles dans la culture, même si elles sont utiles pour beaucoup de choses, dans la discussion, pourraient être quelquefois totalement adaptées à la singularité qu'on a encore rappelée à ce moment. Et donc la réflexion que l'on s'est donnée depuis à peu près une trentaine, mais on peut changer d'avis, trentaine d'avions, c'est de faire confiance aux médecins, de les accompagner, comme le disait Emmanuel Hirsch, dans leurs difficultés, dans la connaissance de la loi, dans un certain nombre de théories éthiques qui sont multiples, et que ce soit des philosophes, etc. Donc que des laboratoires multidisciplinaires soient là pour répondre de manière adaptée à un certain nombre de questions. Donc la définition de l'éthique pour des médecins qui viennent chez nous est tout simplement, en fait, une évaluation de ce qu'ils font. Voilà. Une évaluation par eux-mêmes, c'est donc une auto-évaluation critique. Bien sûr, on est là pour amener les éléments, et qui prend en compte deux éléments fondamentaux. Premièrement, les conséquences. Les conséquences par rapport aux patients, par rapport aux profs, par rapport bien sûr à la société qui elle-même, on l'a bien expliqué, nous sommes copropriétaires de notre corps. Donc nous avons à discuter avec ceux qui le possèdent en moitié. Et d'autre part, c'est sur la légitimité. Alors la légitimité, j'ai passé très très vite, c'est la compétence. Jean-Bernard le disait, l'éthique en premier, ce n'est pas des discours, c'est la compétence. Qui mieux que le médecin peut ne pas l'avoir? Enfin, c'est une folie. Donc, premièrement, la légitimité, c'est bien sûr la connaissance, et j'irais même jusqu'au vécu. Et on a parlé tout à l'heure en termes phénoménologiques, un collègue en a parlé, c'est toute la théorie du corps vécu, c'est-à-dire de l'intuition, c'est-à-dire d'aller, et j'en parlerai tout à l'heure, dans des nouveaux processus vers lesquels nous allons aller, c'est ce processus des méthodologies d'induction et non pas de déduction. Je regarde mon doctorant qui travaille justement, heureusement là-dessus, sur les phénomènes de la complexité, j'y reviendrai. En ce qui concerne des conséquences, vous vous rendez bien compte que les limites, ce n'est pas nous qui les formons, c'est la société, donc je l'ai déjà dit, mais elles sont singulières par rapport aux différents actes que nous sommes. Donc, une personne qui fait de l'éthique chez nous, la plupart sont des médecins, je vous rassure, mais aussi il y a des juristes, mais il y a aussi des philosophes, des sociologues, etc. Eh bien, chacun qui ont pour le même objet qui est la santé, essaye de réfléchir sur justement l'évaluation de pratiques que nous avons, en particulier génétiques. Et là, nous allons parler des pratiques d'anticipation. Nous allons donc parler d'une pratique d'éthique anticipatrice. Et c'est là pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Jacques, qui est tout à fait important, c'est qu'il y a une grande dissociation. Hier, j'étais à l'Académie de médecine avec Nicolas Bouzou, qui montrait, qui est un économiste que vous connaissez un peu, qui passe sur différentes chaînes, eh bien, qui montrait qu'en définitive, le marché futur, c'était pas du tout, en effet, le curatif. Même si ça allait coûter cher, les problèmes qui sont en train, visiblement, Jean-Jacques a montré comment on pouvait s'en tirer et comment la raison pouvait aider. Le problème, c'est le vieillissement.
Et ce n'est pas le vieillissement tout court, c'est le vieillissement et l'accès au processus de diminution du vieillissement qui soit dans le contrat social, comme l'a dit ce matin Stéphane Lyonnais, et elle a tout à fait raison. Donc avec un impact politique qui va être majeur. Or, les intérêts sont intérêts industriels, or la politique publique n'est pas rentrée là-dedans. Puisque, comme ça vient d'être dit, les ARS, c'est moins de 2% en définitive pour faire des politiques publiques de santé, alors qu'autrement on ne fait que de rembourser le curatif. On peut quand même se poser le problème du système dans lequel on est, et cette éthique anticipatrice doit être, si vous voulez bien, posée. Ceci n'était que la définition, mais ça arrive très vite, je te reviens. Donc 3 niveaux. Premièrement, et j'espère que là-dessus vous m'aurez un peu suivi, déjà par rapport à la peur de la faute et de la responsabilité, etc., il faut savoir que la médecine a toujours été dans l'incertitude. Croire que la médecine répond à tout est une grosse erreur. Beaucoup d'humilité pour la médecine. Se mettre dans une position de tout savoir nous met obligatoirement dans une position de recevoir tous les coups. C'est important de dire ça. Pourquoi ? Parce que y a une définition de l'éthique par France Quéré, qui est du Comité national d'éthique, qui était une protestante, et qui disait « l'éthique, c'est pas faire pour le mieux, c'est faire le moins mal possible ». Or, j'ai cru comprendre que là, faire le moins mal possible pouvait être éventuellement intéressant. Donc, premier point de mon argument, après cette définition, et qu'est-ce que c'est une réflexion anticipatrice ? Premièrement, c'est aborder ce qu'il faut, c'est-à-dire de nouveaux paradigmes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paradigme ? Un paradigme, c'est une certaine manière de penser. C'est comment nous posons vraiment les problèmes, et surtout les médecins. Je sors de la faculté de médecine, je peux vous dire que tous les enseignements tels qu'ils sont faits de manière disciplinaire, ça a encore été posé ce matin, sont en aucune mesure avec tout ce que nous sommes en train de discuter là. D'ailleurs, la personne qui en parlait aussitôt a dit « mais maintenant, c'est au CNP un peu de voir ça dans la formation continue avec les DMP ». Mais vous savez très bien, je dirige moi-même un CNP de médecine légale et d'expertise, je peux vous dire qu'on est très très loin de ce qu'on dit par rapport à ce qui est fait. Je reviens encore à la réflexion d'éthique. Par rapport à ce qu'on devrait faire et qu'on fait réellement, il y a une grande différence. Et il est important d'y réfléchir, une réflexion ouverte et critique. J'ai perdu mon truc, mais ça revient très vite. Donc, premièrement, de nouveaux paradigmes. Je vais très vite. Économique, je l'ai déjà dit, par rapport au système de remboursement. Vous avez un rapport Lemoine. J'espère que vous avez tous lu le rapport Lemoine au ministre de la Recherche, quand même. Qu'est-ce qu'il dit ? Il est simplement pour augmenter la croissance, encore d'économie. Il part du principe que les objets connectés, tout ce que nous faisons, les données de santé, bien entendu, doivent être mis à disposition du collectif. Il a tout à fait raison, partant du principe que ça va faire de nouveaux métiers, ça va procurer la croissance. C'est un rapport sur la croissance. Il se retourne vers les médecins, c'était le Conseil national des médecins qui organisait cette réunion, donc on ne peut pas dire que c'était en dehors d'eux, et c'était maintenant aux médecins de voir ce qu'est la nouvelle confidentialité. C'est-à-dire, c'est à nous à revoir nous-mêmes et pas à répéter bêtement ce qu'étaient auparavant des règles que tout le monde partageait. Maintenant, il faut les construire. Deuxièmement, au niveau méthodologique, ça c'est premièrement le nouveau paradigme au niveau économique. Deuxièmement, au niveau méthodologique, on ne peut plus travailler en fonction d'une discipline, comme je viens de dire. Avant, c'était pluridisciplinaire. Plusieurs disciplines regardaient gentiment sur un objet, donnaient leur avis. Maintenant, on est dans le transdisciplinaire. Pourquoi on est dans le transdisciplinaire ? Parce que nous sommes confrontés avec l'adjonction de l'informatique plus de la génétique et ce qu'ils apportent, et vous pouvez voir que je suis un progressiste en éthique, eh bien, il faut penser autrement, ce qu'on appelle le transdisciplinaire. Alors, je parle d'Ergan Morin, Nicolescu, etc. Il faut apprendre un tout petit peu. Il y a une nouvelle vision, c'est-à-dire il y a un nouveau vocabulaire, il y a une nouvelle pensée d'appréhension définitive de ce que nous faisons. Mis à part de tout cela, c'est la pensée inductive, c'est la pensée en termes de système. La cybernétique, c'était il y a 20 ans, 30 ans. Eh bien, on n'a pas encore inclus ça, malheureusement, en médecine. Et c'est actuel, et c'est fondamental. Et on pourra peut-être vous y répondre avec mon doctorant qui passe bientôt sa thèse. Quand exactement ? Mais il n'y a pas une date ? Sinon, on vous invite tous. Troisièmement, c'est le problème de l'accès aux soins. L'accès aux soins, là, excusez-moi, avec tout ce qui est les déserts médicaux, tout ce qu'on veut, le fait de passer
comment dire, aux nouvelles technologies, comme à la télémédecine. Eh bien, ceux qui ont fait ça avant nous, c'est-à-dire les Québécois, on a fait des réunions avec eux, ont fortement montré que c'était un échec. Alors qu'eux, ils ont le problème de la géographie, de la distance, et pour eux, c'est un échec au niveau éthique. Ce n'est pas un échec, autrement, pour dire on a fait quelque chose, bien entendu. Quatrièmement, au niveau individuel. Alors là, c'est le plus important, c'est l'information. Comme vous avez pu voir, en définitive, on dit, mais ce qui est important maintenant, c'est l'autonomie. Il suffit simplement que la personne fasse son consentement. Alors, il y a une étude très bien qui a été faite au Canada, heureusement qu'elle n'a pas été faite en France. On a essayé de savoir combien de personnes comprenaient pour faire un consentement, il faut avoir un papier, une information. Combien il y en a qui comprenaient? Eh bien, on s'est rendu compte qu'aux Québécois, je dis bien que c'est au Québec, bien entendu, eh bien, 50% pour comprendre, en définitive, ce texte, eh bien, ne le comprenaient pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes qui ne comprennent pas, sur lesquelles, en fait, on a tout misé pour comprendre? Ça s'appelle la littératie. L-I-T-E-R-A-C-I-E. Vous allez sur Internet, Google, vous allez être assez effrayé. Et dans les politiques publiques, l'INPES a beaucoup travaillé là-dessus. Et nous devons, d'une autre manière, désormais, voir comment, avec les patients, comment traduire ce qui est cette nouvelle médecine, qui est un phénomène à la fois médical, bien entendu, avec des généticiens de multiples compétences, mais qui est donc complexe, complexité énormément, et deuxièmement, social. Pourquoi social? Parce qu'en effet, tout le côté économique qui vient, et il n'y a pas que le côté des biens, il y a celui de l'accès aux soins dont on a parlé. Alors je termine, j'ai encore 2 minutes ou pas? Oui. Alors c'est le deuxième point, je ne ferai pas le troisième, mais ça sera pour d'autres ensuite. Il y en a un, je vous l'assure. Le deuxième, c'est qu'on a été mêlé dans une task force qui s'appelle CIRIC, CARPEM, et qui est tout simplement ce qu'on a from the bed to the bed, etc. C'est comment de la paillage jusqu'au lit du patient, on est capable de travailler ensemble avec les chercheurs, etc. On est obligé de faire 2 comités. Un premier comité de chercheurs, déjà pour leur demander jusqu'où vous iriez pour dire ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on dit tout. Hein. Et deuxièmement, il y avait un deuxième comité qui était celui des patients avec les oncologues, qui était quels sont les éléments que vous voulez entendre. Parce que les oncologues ne sont pas souvent des généticiens, ils ne sont pas souvent, ils peuvent l'être, ne sont pas souvent non plus des chercheurs. Et le discours n'est pas aussi évident qu'on le croit. Et donc ces 2 comités ont travaillé ensemble, et au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte jusqu'où iraient les chercheurs, jusqu'où demanderaient éventuellement les patients. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il fallait faire un comité transversal. Et on s'est rendu compte que dans ce comité transversal, il fallait y mettre autre que les oncologues, les patients, les représentants, un nombre de patients. Ça a été dit qu'il y a beaucoup maintenant de représentation de patients et c'est fort important. Eh bien, outre les chercheurs, qu'il fallait y mettre l'industrie. Eh bien, l'industrie, malheureusement, n'est pas aussi éveillée qu'on le voudrait. N'est pas aussi éveillée, car nous avons demandé un certain nombre d'industriels. Parmi ceux, 2 sont venus, assez gros. Ils sont venus en fait qu'une fois. Parce qu'ils n'ont pas vu totalement l'intérêt, c'est-à-dire ces différents paradigmes, et peut-être que ça leur prenait en définitive beaucoup de temps de parler avec tous les autres. Voilà ce que je voulais dire un peu, c'est-à-dire que la réflexion éthique dans ce domaine est un domaine totalement flou. La législation, puisqu'on va en parler, a fait que M. Hurier, à un moment, avec des industriels, a construit la protection de la personne à une recherche biomédicale, à des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale, où la protection des personnes était particulièrement importante, où le consentement était particulier. La loi Kouchner, en 2002, beaucoup plus tard, a imposé le consentement, cette fois-ci non plus express, éclairé, qu'on devait signer, mais au contraire, avec une compréhension du patient jusqu'à une personne de confiance, jusqu'à des directives qui pourraient être données pour que justement on sache exactement ce que la personne pensait exactement. Soins et recherches, y compris sur le consentement, étaient totalement différents. Eh bien, la médecine personnalisée, je terminerai là-dessus pour montrer sa complexité, mêle à la fois du soin et de la recherche, qui fait qu'actuellement, avec les nouvelles législations dont on parlait en ce moment sur les données, sur comment les prélèvements et les données ici de ces prélèvements
Comment, lorsque sur des mêmes prélèvements, on serait amené à faire d'autres recherches, est-ce qu'il faudrait passer par une protection des personnes ou pas? Est-ce qu'il faudrait repasser par un comité d'éthique? Est-ce qu'au contraire, ça n'appartiendrait plus, ça appartiendrait en définitive à chacun? Et on revient sur le problème de la propriété. Eh bien, actuellement, c'est la voie vers laquelle nous allons. Avec un certain nombre d'associations de patients qui sont loin d'être d'accord, en particulier celles par rapport au sang, celles qui se sont mises dans une voie sur le don, et non pas sur une commercialisation éventuellement de produits du corps humain. Donc il y a là, et ça a été dit ce matin par notre ami, Hirsch. Je suis un peu troublé parce que je vois d'un seul coup tout le monde qui vient là, et donc il y a tous les trucs rouges qui arrivent. Là, je ne sais plus ce que je disais. La dernière chose que je vais dire, c'est que si je ne dis pas ce que je dis, nous sommes mis à la porte, toi et moi, mon cher Pujol. Nous avons un lien d'intérêt. Nous travaillons tous les deux, nous donnons quelques conseils chez Pfizer. Il faut le dire. Elle l'a fait, cette pamionnette. Tu l'as vu dans ses diapositives. Oui, mais c'était pas Pfizer. Désormais, c'est éthique. Bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup.